Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux manières d'utiliser l'hypnose avec les enfants. L'idée, c'est de partager avec vous une manière d'utiliser l'hypnose avec les plus petits et puis une manière d'utiliser l'hypnose avec les plus grands, on va dire des préados, parce que bien évidemment, selon l'âge des enfants, on ne va pas utiliser l'hypnose de la même manière, mais c'est valable aussi pour plein d'outils autres que l'hypnose. En l'occurrence, là, je vais vous parler d'hypnose aujourd'hui et de comment on va pouvoir adapter cette technique aux enfants. Déjà, une des questions qui m'est très très souvent posée, c'est à partir de quel âge peut-on accompagner les enfants avec l'hypnose? C'est une question qui est posée aussi bien par les parents qui aimeraient que leur enfant soit accompagné, mais aussi par beaucoup de praticiens pour qui la pratique de l'hypnose forcément semble moins évidente. Je dis forcément, c'est pas forcément, mais en tout cas, quand on sort d'une formation de praticien, accompagner les enfants avec cette technique qu'on vient d'apprendre, avec ces protocoles, ça paraît pas forcément évident ou intuitif. Pourtant, c'est vrai que les enfants, ils ont vraiment cette spontanéité et cette facilité à rentrer dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et cette spontanéité qu'ils ont, elle est finalement, alors j'allais dire bien plus développée que les adultes. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est plutôt que les adultes, finalement, ils ont rajouté plein de couches au fur et à mesure des années qui les empêchent justement de pouvoir se reconnecter à cette forme de simplicité, de spontanéité qu'on retrouve chez l'enfant. Et donc, on va vraiment pouvoir s'appuyer là-dessus, sur ces compétences naturelles de l'enfant, pour l'accompagner à vivre un état modifié de conscience, parce que justement, ils ont cette capacité de pouvoir rentrer et sortir assez facilement de cet état modifié de conscience. Alors, je veux juste m'arrêter quelques instants sur ce terme, état modifié de conscience, parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise et c'est un terme qui m'est familier aujourd'hui, mais qui ne l'était pas, bien évidemment, avant que je me forme à l'hypnose. Et donc, je trouve que si on se met dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas l'hypnose, ça peut aussi créer quelque chose de particulier, en mode état modifié de conscience. Mais qu'est-ce que vous allez faire finalement à cet enfant, à cet adulte que vous accompagnez? En fait, c'est vraiment cette idée de jouer avec ce qu'on va appeler la transe du tout petit. Alors, ce terme transe, il peut être très connoté aussi, mais c'est vraiment tous ces moments où l'enfant, finalement, va complètement s'immerger dans son propre univers. Parce que finalement, les tout-petits, ils ont vraiment une imagination débordante et il suffit, entre guillemets, de jouer avec eux, de s'adapter à ce qu'ils nous amènent et de le voir avec leurs yeux, en fait. L'enfant, lui, quand il joue, tour à tour, il va s'émerveiller, il va s'inquiéter, il va se réjouir, il va se questionner. Et donc, quand on joue avec ça et quand, en tant que praticien, accompagnant, on va vraiment rentrer dans ce que vit l'enfant et l'idée, c'est vraiment de regarder et avec nos yeux d'enfant, avec ces yeux-là qui justement s'émerveillent, s'inquiètent, se réjouissent. Parce que si on regarde avec nos yeux d'adulte, on est beaucoup trop loin finalement de ce que l'enfant vit et on voit bien dans le quotidien de toute façon que la plupart du temps, les adultes interprètent ce que font, vivent, disent les enfants
avec leur regard d'adulte, ce qui crée souvent des situations compliquées avec des adultes qui ont l'impression d'être face à des enfants qui vont être dans la provocation, dans des comportements qui seraient là pour faire chier l'adulte, pour le dire vite, là où finalement, pas du tout. L'enfant, surtout le tout petit, il est juste embarqué par ses propres émotions, par ce qu'il est en train de vivre, et que quand il y a une émotion qui sort de manière disproportionnée, a priori, c'est pas forcément pour embêter l'adulte, mais c'est juste que l'enfant ne sait pas forcément se récupérer. Donc bien sûr, je vais pas faire de généralité, il y a toujours des limites qui sont importantes de poser, etc. Des mots aussi, bien évidemment, sur ce que l'enfant est en train de vivre. Mais en tout cas, on voit bien, c'est pas pour rien qu'il y a énormément de contenu autour de l'éducation positive et de polémiques d'ailleurs autour de ce type de contenu, parce que d'un côté, on a des gens qui nous disent c'est important quand même de pouvoir se mettre à la hauteur de l'enfant, physiquement, mais aussi psychiquement. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre au regard de ce qu'on sait de son développement cognitif et de ses besoins finalement. Et quand on regarde, quand on interprète avec notre filtre d'adulte ce que l'enfant est en train de vivre, très souvent on fait fausse route. Parce que si on regarde avec nos yeux d'adulte, eh bien forcément, on va voir un comportement qui n'est a priori pas adapté socialement, par exemple, et donc on va en déduire, parce qu'on est dans notre raisonnement d'adulte qui a appris au fil des années à se comporter, à adopter les codes de la société, eh bien on va en déduire que cet enfant a un comportement inadapté. Si à l'inverse, on se plaçait du côté de l'enfant, c'est-à-dire justement à un moment où il n'a pas encore appris tous ces codes, où il n'a pas eu l'expérience que l'adulte a pu vivre au fur et à mesure des années, eh bien si on regardait les choses depuis le regard de l'enfant, depuis ce qui est possible pour lui, depuis sa manière de vivre les émotions, depuis l'interprétation que lui-même fait de notre monde d'adulte, eh bien on s'apercevrait que très souvent, la réaction des adultes est complètement à côté de ce qui est possible pour l'enfant. Cela étant dit, si on revient à l'utilisation de l'hypnose avec les tout petits, eh bien on va pouvoir justement jouer avec cette imagination débordante en s'adaptant à ce que eux voient. Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment de se dire, ok, si j'avais 3 ans, si j'avais 5 ans, si j'avais 6 ans, comment est-ce que je verrais les choses? Et si je suis en train de m'imaginer que je grimpe sur une échelle pour aller me poser sur un nuage, là, tout là-haut dans le ciel, et que je commence à imaginer tout ce qui se passe pour moi, et que au fur et à mesure que mon nuage se déplace, j'arrive sur une île avec des poneys, avec des manèges, avec peu importe en tout cas ce qui plaît à l'enfant sur ce moment-là, si j'arrive à imaginer ce que l'enfant vit, on va être beaucoup plus connecté à ce qu'il est en train de se passer pour lui. Donc voilà, avec les tout petits, on va vraiment pouvoir utiliser cette forme de transe spontanée où il n'y a pas besoin d'induction. L'induction, pour rappel en hypnose, c'est ce pont c'est-à-dire que c'est une forme d'accompagnement avec différentes techniques qu'on va utiliser pour passer d'un état a priori ordinaire à un état modifié de conscience. Mais quand on apprend ça avec les adultes, très souvent, on apprend des techniques avec des inductions qui vont durer 5, 10, 15, 20 minutes. Moi, je trouve que ça n'est absolument pas adapté. Alors déjà, moi, quand je le vis, je trouve ça quand même assez chiant, pour être clair. Je trouve que ça prend trop de temps. Moi, je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans le contrôle et dans le mental, et le risque avec une induction longue, c'est que si la personne ne dit pas exactement ce que j'ai besoin d'entendre, ça va me sortir tout de suite
de l'expérience. Je vais commencer à me poser des questions. Je vais commencer à me dire « Ah ben non, il aurait pas dû me dire ça comme ça, il aurait dû le dire comme ci. » Bref, ça, c'est mon fonctionnement d'adulte. Et donc, c'est sûr que si on plaque ce type de technique aux enfants, on va vite se retrouver avec des enfants qui vont pas tenir en place, qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut m'emmener, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. C'est hyper pénible finalement. Donc c'est vraiment important de jouer avec ce qui est déjà là, la transe du tout petit et cette capacité à pouvoir s'émerveiller de manière très très spontanée. Avec les plus petits, j'utilise aussi beaucoup des objets tiers. Par exemple, j'ai un petit nuage tout doux que j'avais fait fabriquer pour des ateliers avec les enfants, que j'ai dans toutes mes séances. Et donc, la plupart du temps, et particulièrement avec les enfants que je sens peut-être plus réservés, qui ont du mal à me répondre. Il y a des enfants, quand on échange avec le parent en début de séance, il peut y avoir des plus petits qui vont avoir tendance à se coller contre leur maman ou leur papa, qui vont pas forcément oser me regarder dans les yeux, etc. Et donc, ce petit nuage, il est très, très chouette parce que je vais pouvoir aller le chercher. Et ça, c'est dès le début, première rencontre, première séance. Et on peut faire ça au bout de quelques minutes déjà, parce que ça va amener l'idée quand même que ok, je vois ce qui se passe pour toi, je vois que tu es en difficulté, je suis en train de discuter aussi avec papa ou maman de ce qui fait que l'enfant est là, mais j'ai cette ouverture, cette conscience et l'idée, c'est vraiment de l'incarner, pas juste de dire « mais tu sais, je vois que c'est compliqué pour toi », mais de venir incarner dans quelque chose un peu joueur, un peu sympa, qui va permettre de connecter l'enfant à quelque chose qui lui parle. Et donc, régulièrement, je vais chercher ce petit nuage, c'est-à-dire que, en plus, souvent, je coupe la séance, c'est-à-dire que le parent est en train de me parler, je lui coupe la parole, je dis « attendez, excusez-moi, vous avez entendu ?» Et je me lève, donc le parent lui aussi est interloqué, et je me lève et je vais chercher ce petit nuage que je colle à mon oreille, et donc je fais comme si le nuage commençait à me parler et voulait lui-même parler à l'enfant. Et donc je me positionne en tant que celle qui va juste traduire ce que le nuage aimerait dire à l'enfant, et je lui pose des questions, et donc ça lui permet de pouvoir répondre au nuage sans me répondre directement. Mais ça crée quelque chose de l'ordre de la connexion qui va permettre de faciliter derrière l'accompagnement en séance. Voilà, donc ça c'est quelque chose que les petits aiment beaucoup, et donc on va pouvoir, sans aller chercher un état d'hypnose compliqué, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses complexes finalement. Ça déjà, c'est connecter l'enfant à quelque chose qui est facile pour lui, de pouvoir rentrer dans son imaginaire, et on va pouvoir aller utiliser ça ensuite au fil de la séance. Et puis avec les plus grands, je pense notamment aux préados, alors ceux qui sont encore un peu là-dedans, mais qui veulent jouer au grand, et puis qui parfois viennent en traînant des pieds. Ils ont à la fois ce besoin de dépendance, d'autonomie, en tout cas cette envie d'être plus indépendant dans ce passage école primaire, collège. Et en même temps, il y a un besoin encore de sécurité et de réassurance qui sont très forts. Donc, c'est important d'avoir en tête aussi cette ambivalence chez ces enfants. Et puis, une fois que le parent est retourné en salle d'attente et que je me retrouve avec cet enfant, avec ce préado, assez vite, je vais lui demander ce qu'il pense de ce qu'on s'est dit là avec papa et maman. C'est important aussi pour lui montrer que, ok, il y a la raison pour laquelle les parents viennent et ce qui est important pour eux, mais il y a lui aussi, il y a cet enfant. Et donc, je travaille très souvent debout, et je demande souvent d'ailleurs à l'enfant on change de place. C'est-à-dire qu'entre le moment où on démarre la séance avec le parent, on est à un endroit du cabinet, et puis ensuite on va changer de place symboliquement, parce que ça permet du coup d'aborder d'autres sujets et de ne pas rester, en tout cas répondre
depuis la place qu'il a occupée en arrivant dans le cabinet, où il était par rapport à son père, où il était par rapport à son parent. C'est vraiment lui donner symboliquement et concrètement sa place à lui dans la séance et dans le cabinet. Je lui demande aussi bien sûr ce qu'il connaît de l'hypnose, ce qu'il en imagine, et ça va être l'occasion déjà de saisir ce qu'il en sait ou pas, ce qu'il en imagine ou pas, pour pouvoir lui faire vivre par des jeux de suggestion et différentes techniques, et lui montrer en quoi son corps et son esprit peuvent déjà réagir. On n'est pas du tout obligé de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais ça va être une manière de préparer l'idée que finalement, si mes suggestions passent sur des trucs ludiques et vont faire bouger sa main, son pied, son bras, sa tête, que son corps va commencer à se balancer, etc., il pourra créer ses propres suggestions finalement sur des trucs qui sont importants pour lui. Je le dis jamais comme ça de manière aussi claire. L'idée, c'est vraiment de le suggérer en incarnant quelque chose que je vais lui faire vivre. Pour moi, c'est vraiment important que l'enfant, l'ado, puisse vivre une expérience. On n'est pas juste là pour se raconter des trucs, et quand ça passe par le corps, ça a un impact aussi qui pour moi est très, très important. Et puis c'est sans compter que un enfant, un ado qui n'avait pas forcément envie d'être là et qui peut se retrouver avachi dans son siège, quand on commence à travailler debout, et donc très souvent moi je travaille debout, ça crée déjà une forme d'engagement. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile, de dire je vais me rasseoir une fois que vous êtes debout, si vous n'avez pas envie de faire ce que l'autre vous propose, plutôt que si vous êtes déjà assis, en tout cas si le jeune est déjà assis et qu'il n'a pas envie. Il peut faire vraiment les choses avec beaucoup de nonchalance, en mode ok, tu veux que je lève la main, je vais lever la main. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile d'être dans la résistance, dans cette forme d'opposition un peu passive quand on est assis que quand on est debout, finalement. Et donc, c'est important d'ailleurs de passer par l'étape on s'assoit. Et ensuite, ok, je vais te demander de te lever. Parce que ça, c'est une première manière de prendre le lead. Très souvent, comme il n'y a pas d'enjeu dans le fait de je vais te demander de te lever, c'est ok pour l'enfant ou l'ado de se lever. Une fois qu'il est debout, mine de rien, il a déjà accepté de commencer à vous suivre sur quelque chose, et on va pouvoir enchaîner et s'amuser, vraiment jouer avec les phénomènes hypnotiques. On peut utiliser les doigts aimantés, une catalepsie, et ça crée vraiment un rapport sympa. Ça renforce en fait cette forme d'alliance thérapeutique, tout simplement parce que le jeune voit que je ne suis pas là juste pour répondre à la demande des parents, et que je vais aussi, en utilisant ces jeux hypnotiques, finalement, ça me permet en plus, moi, de voir un peu comment le jeune fonctionne, à quoi il répond, qu'est-ce qui lui paraît le plus sympa, quelles sont ses réactions. Et je vais pouvoir tirer ce fil-là et petit à petit le relier finalement au problème pour lequel il est là, qui peut, je le rappelle en passant, être différent pour le jeune que le problème qui a été identifié par les parents. Donc ça, c'est important aussi à un moment donné de rester connecté aux jeunes que vous accompagnez, et de pouvoir utiliser justement toutes ces stratégies, tous ces jeux autour de l'hypnose pour lui montrer finalement comment son esprit va avoir un impact sur son corps, et comment inversement, il y a un jeu que j'aime bien faire, moi, c'est, j'allais dire, comment inversement, son corps peut avoir un effet aussi, un impact sur son esprit, sur son système de pensée. Un truc que j'aime bien faire, par exemple, chez les ados, les adultes aussi, ça marche très très bien, qui ont ça marche plus chez les adultes, mais on peut l'adapter selon ce qui se passe en séance avec les ados. Mais un truc que je vous donne en passant, ces adultes qui ont ce que moi j'appelle un discours à thérapeute, c'est-à-dire qu'on sent que ce sont des gens qui sont allés voir tellement souvent différents accompagnants,
qu'ils ont l'habitude de raconter leur histoire et donc il y a quelque chose presque comme un disque rayé là finalement, enfin rayé en tout cas, quelque chose qui se raconte et se re-raconte quasiment avec les mêmes mots, avec les mêmes intonations. Et alors c'est marrant, là vous ne me voyez pas, mais du coup je fais un geste du coup avec ma main pour montrer quelque chose de très répétitif. Et donc très souvent, ces personnes-là, il y a beaucoup de gestes qui sont associés au discours. Et quand je sens qu'on est dans ce type de situation, je laisse terminer la personne et puis je vais lui dire à un moment donné, OK, j'aimerais que vous me réexpliquiez la même chose que ce que vous venez de m'expliquer là, mais je vais vous demander de garder vos 2 mains collées sur vos jambes et de ne plus bouger vos mains. C'est très marrant parce que vous verrez que tout est associé finalement, il y a toute une forme de patterns verbaux, physiques qui sont associés et que quand on en enlève un, quand on empêche le corps finalement de faire les mouvements qui sont associés au moment où la personne dit telle ou telle chose, la pensée n'est plus du tout aussi fluide qu'elle pouvait l'être. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et qu'on peut utiliser aussi avec certains ados. Parce que ça permet de montrer aussi combien il y a quelque chose d'ancré finalement qui fait que le système de pensée, les mots qui vont être mis dessus, mais aussi le corps, tout est invité à raconter ce qui se passe pour décrire le problème, par exemple. Voilà, donc on peut tout à fait utiliser toutes ces techniques-là pour venir modifier quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose qui est très présent. Et pour montrer finalement, l'idée c'est vraiment de, non pas par les mots, mais de montrer par des actions et des expériences concrètes que l'autre va vivre, qu'il y a des choses qui peuvent commencer à bouger. Il ne s'agit pas de vouloir aller trop vite, mais parfois juste ça permet de montrer, de faire vivre, plus que de montrer qu'il y a des choses qui peuvent commencer à bouger. Donc, voilà, aussi bien avec les ados qu'avec les plus petits, on va pouvoir utiliser l'hypnose différemment, à la fois de manière très ludique, très imaginaire avec les tout petits, vraiment en rentrant, en faisant nous ce switch de regarder le monde tel que les plus petits le regardent, avec ces yeux d'émerveillement, cette créativité, cette capacité vraiment à pouvoir imaginer des choses chouette, sympa, pas que, bien évidemment, mais il y a quand même cette spontanéité, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour proposer des jeux hypnotiques, des expériences qui soient chouettes pour les plus petits, et puis bien sûr des expériences qui soient chouettes pour les plus grands, mais en adaptant notre posture à l'enfant, le préado, l'ado qui est là, et en sachant que au-delà de la question de l'âge, préado, on va dire qu'on est entre 8 et 12 ans, et puis ado, plus de 12, mais au-delà de l'âge, il y a aussi bien évidemment à s'adapter à la maturité psycho-affective de l'enfant qui est face à vous. On peut tout à fait se retrouver avec un enfant de 12 ans qui va avoir une grande maturité, qu'on va sentir déjà très ado et qui est en recherche aussi qu'on lui parle comme à un grand et pas comme à un petit. Et puis, on peut avoir des jeunes de 12 ans qui, eux, n'ont pas passé encore ce cap-là et qui sont encore un peu... qui sont moins matures, qui ont besoin d'être plus accompagnés, qui ont besoin aussi d'être encore dans le jeu, dans l'imaginaire. Les grands aussi ont besoin d'être dans l'imaginaire, mais on va pas être sur le même type d'imaginaire, et c'est la raison pour laquelle moi j'encourage toujours à poser des questions à l'enfant ou l'ado que vous recevez pour savoir ce qu'il aime. Si vous avez un enfant de 10 ans qui vous dit que il adore Harry Potter, et puis un autre qui vous dit qu'il adore Pat' Patrouille, on voit bien, bon, Pat' Patrouille c'est vraiment petit tout, mais bon, pourquoi pas, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même niveau
de maturité dans ce que l'enfant aime. Et donc, attention de ne pas venir lui proposer, plaquer ce qu'on imagine de ce qu'un enfant de 10-12 ans aimerait. Posons la question pour savoir ce que l'enfant qui est en face de nous apprécie et pour pouvoir utiliser ça et jouer avec et faire en sorte que les techniques d'hypnose qu'on va pouvoir amener, qu'on va faire expérimenter aux enfants comme aux adolescents, puissent aussi se nourrir de l'univers de l'enfant que vous êtes en train d'accompagner. Donc oui, l'hypnose, c'est une chouette technique pour accompagner aussi bien les plus petits que les plus grands. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport aux plus petits, parce que je disais tout à l'heure, les plus petits, même à partir de 3-4 ans, oui, on va pouvoir utiliser certaines techniques et se pluguer vraiment à leur imaginaire. Pour autant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui me posent la question, moi je trouve que accompagner des petits de 3-4 ans vraiment sur un accompagnement thérapeutique, en tout cas avec l'outil de l'hypnose, c'est pas forcément évident. En tout cas, dans mon cadre d'accompagnement, j'ai fini par ne prendre que les enfants à partir de 5-6 ans qui étaient davantage en capacité de pouvoir vraiment exprimer ce qui était un problème pour eux, en quoi c'était un problème pour eux, et moi derrière de pouvoir justement mettre l'hypnose au service de l'accompagnement que j'allais proposer. Et je trouve que pour les plus petits, 3-4 ans, pour le coup, c'était trop petit. Après, il y a des collègues qui accompagnent des tout petits. Après, c'est à chacun aussi de sentir l'âge à partir duquel il ou elle est à l'aise pour pouvoir accompagner au mieux. J'en ai fini pour cet épisode. J'espère que ça vous aura donné matière à réfléchir et surtout à vous demander, comment je vais pouvoir utiliser l'hypnose et est-ce que vous utilisez déjà l'hypnose différemment ? J'imagine, mais ça peut valoir le coup de se poser la question. En quoi votre accompagnement est différent et en quoi votre manière d'adapter l'hypnose est différente selon l'âge des enfants que vous accompagnez. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe, selon le moment auquel vous écouterez cet épisode. Et puis j'en profite pour vous remercier pour tous les messages que je reçois chaque semaine quand vous me dites que les différents épisodes vous aident dans votre pratique, vous inspirent. C'est top parce que c'est vraiment l'idée avec ce podcast. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous et notamment si vous pensez que cet épisode peut être utile à un ou une collègue, n'hésitez surtout pas à lui partager le lien. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.